Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Le Salon international de la défense et de la sécurité s'ouvre mardi à Bamako. Au-delà de l'exposition des armes de pointe, le rendez-vous promet de réfléchir et de proposer des solutions pour mieux combattre les groupes terroristes. En attendant, les forces armées maliennes infligent une lourde perte aux terroristes à Soumpi dans la région de Tombouctou. Les chefs du secteur 3 de l'opération Dougou-Kologo étaient hier sur place, son constat dans cette édition. Au Burkina Faso, les stations-service doivent obligatoirement installer des caméras de surveillance au plus tard le 1er janvier 2026. Une mesure qui vise l'assèchement des sources de financement du terrorisme dans le pays. Le nouveau président de la refondation de Madagascar aurait échappé à une tentative de coup d'État. 2 suspects étrangers ont été arrêtés, une quantité importante d'argent et des armes saisies. La conférence des Nations Unies sur le climat s'ouvre demain lundi à Belém au Brésil sur un constat alarmant. La planète est en voie de franchir la limite de réchauffement d'1,5% fixé par l'accord de Paris selon les scientifiques. Les enjeux de la COP30 avec Lassana Keita qui sera en direct dans cette édition. L'USFAS entre de plein pied à la Ligue des champions féminines de la CAF. Elle a dominé hier les Équato-Guinéennes par 2-1. Au Qatar, en revanche, les Aiglonnais chutent face aux Autrichiens 3-0. C'est une maladie contagieuse qui se transmet par voie aérienne. Pour se protéger, il faut se faire vacciner et avoir une bonne hygiène de vie. La pneumonie dont il s'agit est le sujet du Focus Santé de ce dimanche à retrouver en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Bamako ouvre ses portes à l'expertise internationale en matière de défense et de sécurité. Le premier salon consacré à ce secteur réunit mardi les chefs militaires, les experts du domaine et des décideurs. Ensemble, ils réfléchissent sur les défis du moment dont la lutte contre les groupes terroristes. Aussi, des matériels et équipements militaires de pointe seront exposés. Le tout sera couronné par des démonstrations. Les organisateurs du salon mettent les bouchées doubles à moins de 48 heures de l'ouverture de l'événement. Le point des préparatifs avec Abdul Karim Kaba. Le Salon international de la défense et de la sécurité, Bamako Expo 2025, est bien plus qu'une simple exposition. C'est le lieu où l'avenir de la défense de l'Afrique se dessine. Haroun Saraka, directeur de BAMEX 25. Actuellement, la zone du Sahel et le Mali aussi est beaucoup affronté au terrorisme. Et ça fait qu'avec BAMEX, tous les pays africains ainsi que le Mali vont pouvoir s'équiper de haut matériel, de moderniser et de grandes technologies. Le rendez-vous de Bamako sera une expérience unique qui réunit des délégations gouvernementales, des chefs militaires et des experts de la défense. Amadou Degueni, président de la Commission nationale d'organisation. Tout se passe bien. Les trucs sont là depuis près d'un mois en train de concevoir, de construire les différents stands. Les stands des sociétés qui vont exposer. BAMEX aura bel et bien lieu. Exclusivement consacré aux exposants turcs, le Salon international de la défense et de la sécurité est le lieu où les conversations sur la défense se transforment en coopération. Amadou Degueni, président de la Commission nationale d'organisation. Les opportunités, c'est des cadres d'échange. Vous allez avoir rencontré des décideurs. Parce que nous avons invité à BAMEX les ministres de la défense de 45 pays, les ministres de la sécurité de 14 pays, les premiers ministres de l'AES ont été invités. Donc ça va être un cadre d'échange extraordinaire. 15 sociétés turques devraient être présentes, plus un stand pour les pays de l'AES. Une centaine de ministres de la défense et de sécurité et des chefs d'état-major sont attendus. Haroun Saraka, directeur de BAMEX 2025. BAMEX a aussi un autre rôle important. Ça fait que ça sera une zone stratégique. Ce sera le salon de défense le plus grand en Afrique, où la première année est destinée seulement pour les Turcs. L'année prochaine sera destinée et va devenir un salon international. L'un des temps forts de BAMEX 2025 sera la journée de démonstration des produits. Une journée au cours de laquelle des équipements réels seront mis à l'épreuve à Koulikoro. Le salon international de la défense et de la sécurité, Bamako Expo 2025, c'est du 11 au 14 novembre prochain. C'est bien noté. En attendant, les forces armées maliennes neutralisent plusieurs terroristes à Soumpi dans la région de Tombouctou après l'attaque du poste de sécurité de la localité. Les chefs du secteur 3 de l'opération Dougou-Kologo étaient hier sur place pour saluer la troupe pour sa bravoure et l'encourager à persévérer dans cette mission de défense de la patrie. Au micro de notre correspondant dans la région, Idrissa Goulou-Sissoko, le colonel Serou Bassirou Niagado revient sur les motivations de son déplacement à Soumpi. L'objectif de mon déplacement à Soumpi, c'est d'abord une visite d'autorité après l'attaque barbare et lâche qui a été menée par les terroristes du JNIM et du FLA à Soumpi. C'était le vendredi 7. Et je suis venu d'abord me recueillir devant la tombe
de nos braves soldats, de nos martyrs qui sont tombés pour que cette visite soit aujourd'hui. Et souhaiter aussi prompt rétablissement aux blessés qui ont aussi donné de leur sang pour que le poste puisse exister. Et je suis venu aussi avec le message du commandant du théâtre centre pour féliciter les hommes qui se sont battus et qui continuent à se battre au quotidien pour que le secteur soit sécurisé, pour que Soumpi et ses alentours soient sécurisés. Nous avons aussi profité pour apporter de la logistique. Après de rudes combats, il fallait quand même renforcer le poste. Nous sommes venus pour renforcer le poste en termes de commandement, mais aussi en termes de matériel de combat. Et nous allons rassurer la population de Soumpi ainsi que les villages environnants, que les femmes vont continuer à poursuivre leur mission de sécurisation, que Soumpi et ses environnants et les villages aux alentours, que tout le secteur sera sécurisé par les femmes qui sont encore engagées pour quand même préserver la paix et la sécurité au niveau de Tombouctou. Du matériel saisi, on en a beaucoup. Du matériel brûlé, il y en a beaucoup. Des morts, nous avons enterré ce que nous pouvons enterrer. Des blessés, l'ennemi en a emporté certains. L'ennemi a apporté aussi des morts. Et nous disons que leur objectif, c'était de prendre le contrôle du camp. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Et puisque nous avons des hommes déterminés, des hommes prêts à se sacrifier, prêts à se donner pour quand même sauvegarder le camp. Hors des frontières maliennes, au Burkina Faso, les stations-service doivent obligatoirement installer des caméras de surveillance. Dans une note, le ministre de la Sécurité enjoint les gérants des stations à mettre ces dispositifs en place au plus tard le 1er janvier 2026. Une mesure qui fait suite à la rencontre avec les distributeurs et gérants des stations-service. Ces derniers s'étaient engagés à soutenir la lutte pour l'assèchement des sources de financement du terrorisme au Burkina Faso. Ces caméras devront être en mesure de conserver au plus tard au moins 2 mois d'enregistrement. Les dispositions nécessaires seront prises pour veiller à l'application de la mesure, prévient le ministre en charge de la sécurité. Au même moment, au Sénégal, les PASTEF, les partis au pouvoir, remobilisent les militants pour afficher l'unité et la solidité de la formation. Une mobilisation au lendemain de la fin de la mission du FMI dans les pays. Selon le Fonds monétaire international, on n'a jamais vu une dette cachée de cette importance en Afrique. Contraint de prendre des mesures délicates pour redresser une économie mal en point, les PASTEF organisent ces meetings devant des milliers de personnes. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'en prend de nouveau à l'ancien président Macky Sall et à son parti jugé responsable de la dette cachée découverte l'année dernière. Il réaffirme sa volonté de poursuivre l'ancien chef de l'État pour haute trahison. Lui ne sera pas accusé de haute trahison, mais bien candidat à l'élection présidentielle guinéenne du 28 décembre prochain. Il s'agit de Mamadi Doumbouya, président de la transition. La Cour suprême a dévoilé hier la liste provisoire des candidats retenus pour le scrutin. Parmi eux, 7 se présentent sous la bannière d'un parti politique. Les 2 autres, dont le chef de l'État actuel, y participeront en indépendant. Une trentaine de dossiers ont été rejetés. La liste définitive des candidats sera connue le 13 novembre prochain. Pendant ce temps, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh annonce sa candidature à un 6e mandat pour l'élection présidentielle d'avril 2026. Le Rassemblement populaire pour le progrès, son parti, a tenu hier un congrès dans la capitale. Il a désigné comme son candidat. Le président Guelleh a accepté ce choix avec gratitude, réaffirmant son engagement en faveur de l'unité, de la stabilité et du développement dans un contexte mondial difficile, selon un communiqué de la présidence djiboutienne. Pas de réaction pour l'instant à cette candidature du président sortant à Djibouti. En revanche, celle de son homologue centrafricain n'est pas du goût de tout le monde. L'Observatoire pour la gouvernance démocratique saisit le Conseil constitutionnel pour demander l'invalidation de la candidature du président Faustin-Archange Touadéra à la prochaine présidentielle. Dans sa requête, l'organisation de la société civile s'interroge sur la légalité de sa candidature, allant jusqu'à remettre en cause la nationalité centrafricaine du chef de l'État. Une démarche qui fait réagir le camp présidentiel. La plateforme Émergence 2025, proche du pouvoir, dénonce une requête illégale et non fondée. Lui n'est pas visé par une requête, mais aurait échappé à un coup d'État. Il s'agit du nouveau président de la refondation de Madagascar. 2 étrangers suspectés ont été arrêtés. L'information a été révélée hier par le nouveau patron des services de renseignement malgache à la suite d'une perquisition dans une grande propriété appartenant à l'un des 2 suspects. Elle a permis de retrouver une importante somme d'argent en liquide ainsi que des armes à feu. Les 2 suspects, dont l'identité n'a pas été dévoilée, sont des opérateurs
acteurs économiques résidant depuis au moins 5 ans dans le pays. Autre pays dans les viseurs de l'actualité, la République démocratique du Congo. Le programme alimentaire mondial alerte sur l'aggravation de la crise humanitaire dans l'est du pays. L'alerte du PAM intervient au lendemain de la publication d'un nouveau rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, dans lequel le groupe d'experts internationaux souligne que près de 25 millions de personnes en RDC sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Le financement des opérations est également en crise. L'agence onusienne a dû réduire le nombre de bénéficiaires de ces programmes alimentaires, passant d'1 million au début de l'année à 600 000 aujourd'hui. Sans un soutien de 350 millions de dollars pour les 6 prochains mois, les aides pourraient tomber à 300 000 personnes, soit seulement 10% des besoins. C'est dans ce contexte que la présidente indienne entame une tournée en Afrique. Elle est arrivée hier en Angola, où elle restera jusqu'au 11 novembre pour le 50e anniversaire de l'indépendance du pays, avant de se rendre au Botswana. Cette tournée est perçue comme une volonté de New Delhi d'ancrer davantage sa présence sur le continent en mettant l'accent sur l'énergie et les ressources stratégiques. Des ressources stratégiques devenues de plus en plus rares à cause du changement climatique. Pendant 2 semaines, Belém sera la capitale mondiale des négociations pour inverser la tendance. Cette ville brésilienne accueille à partir de demain lundi la 30e conférence des Nations Unies sur le climat. Bonjour Alassane Keita. Bonjour Bourama Traoré. La COP30 qui débute demain au Brésil est un rendez-vous aux multiples enjeux, n'est-ce pas? Les enjeux sont d'ordre stratégique, opérationnel et financier, dans la mesure où la rencontre vise à aller au-delà des discours et à proposer et à poser des actes concrets. Pour ce faire, les délégués examineront les plans climatiques nationaux, plaideront pour mobiliser 1 300 milliards de dollars par an en financement climatique. Selon un rapport de la feuille de route Bakou-Belém préparé par les présidences de la COP29 et de la COP30, il définit 5 priorités pour mobiliser des ressources, y compris le financement, le renforcement des 6 fonds climatiques multilatéraux, l'intensification de la coopération sur la taxation des activités polluantes et la conversion de la dette souveraine en investissement climatique, mesures qui pourraient débloquer jusqu'à 100 milliards de dollars pour les pays en développement. Ce même rapport préconise également de supprimer les obstacles dont les clauses des traités d'investissement qui donnent aux entreprises le droit de poursuivre les gouvernements pour leur politique climatique, des litiges qui ont déjà coûté 83 milliards de dollars dans 349 affaires. Les délégués adopteront de nouvelles mesures pour aider les pays à s'adapter et feront avancer une transition dite juste vers des économies plus propres. Oui, des économies plus propres qui nécessitent une mobilisation de ressources financières importantes, sans quoi notre planète serait-elle invivable, la Snakita. Selon la prévision des scientifiques, les températures mondiales pourraient augmenter entre 2,3 degrés Celsius et 2,8 degrés Celsius d'ici à la fin du siècle, rendant de vastes régions de la planète inhabitables en raison des inondations, des vagues de chaleur extrême et de l'effondrement des écosystèmes. En d'autres termes, la planète sera confrontée aux calamités naturelles avec toutes ses conséquences néfastes sur les hommes. Il faut noter que les diplomates et experts discuteront de l'avenir de la planète du 10 au 21 novembre pour trouver une alternative à cette question climatique. Merci Lassana Keita pour toutes ces précisions. La suite de ce journal dans un instant. Il y a 5 ans que disparaissait l'ancien président Amadou Toumani Touré. C'était un certain 9 novembre 2020. Pour marquer cette date, la fondation qui porte son nom offre une quantité importante de produits alimentaires aux personnes vulnérables. Des machines à coudre ont également été remises à des associations. Grâce à la fondation, 5 enfants malades du cœur ont pu bénéficier d'une opération chirurgicale. L'ensemble du don a coûté environ 60 millions de francs CFA. Le compte rendu est signé Sogona Kamisogo. C'était lundi 9 novembre 2020 que le temps s'est momentanément arrêté au Mali. Ce jour, un homme dont le destin se confond avec la démocratie malienne s'est éteint. Il s'agit du général Amadou Toumani Touré, ancien président de la République. En souvenir de cette disparition, la fondation qui porte son nom fait œuvre utile. Des couches vulnérables reçoivent des dons de diverses natures. Des enfants malades de cœur recouvrent également la santé. Dr Abdulkader Babi, directeur de la communication et des relations publiques de la Fondation ATT pour l'enfance. Pour cette 5e commémoration, nous offrons aux personnes déplacées internes de Bamako et alentours 24 tonnes de riz, 25 tonnes de mil pilés, 325 bidons de 20 litres d'huile,
20 machines à coudre. Association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou, ARDCT, 10 machines à coudre. Nous avons réalisé à travers le centre hospitalier Mère-Enfant de Luxembourg la prise en charge totale de l'intervention de chirurgie cardiaque de 5 enfants. La valeur totale de ces dons pour la 5e commémoration s'élève au montant de 59 637 500 francs CFA. La Fondation Amadou Toumani Touré n'est pas à son premier acte de solidarité. Bien au contraire, le geste du jour rallonge une liste déjà longue d'actions menées en faveur des démunis. De quoi de plus normal lorsque les bénéficiaires décident de témoigner de toute leur reconnaissance à l'épouse de l'ancien ami des enfants, général Ismaël Sissé, porte-parole des bénéficiaires. Ce énième don que vous venez de faire aux populations déplacées, toutes ethnies confondues, témoigne de votre constant attachement aux idéaux de paix, de réconciliation nationale, de cohésion sociale et de vivre ensemble au Mali. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous rétribuer ses bienfaits au centuple. Mamadou Diarra, père d'un enfant opéré. Quand mon enfant est tombé malade, je l'ai amené à l'hôpital Gabriel Touré. C'est là-bas que le diagnostic a révélé qu'il souffre d'un problème de cœur. Il a été donc transféré à l'hôpital Mère-Enfant Le Luxembourg pour subir une opération chirurgicale qui devait coûter 4 millions de francs CFA. C'est grâce à la fondation ATT que mon enfant a été sauvé. Et il va beaucoup mieux aujourd'hui. Celui qui a tiré sa révérence il y a 5 ans avait cette conviction forte, à savoir servir l'humanité, c'est servir Dieu dans sa plus belle expression. Une conviction partagée est devenue une source d'inspiration pour sa famille. Touré Lobo Traoré, présidente de la Fondation ATT pour l'enfance. Aujourd'hui, nous venons renouveler l'hommage à cet homme exceptionnel qui reste vivant par ses réalisations. Le président Amadou Toumani Touré était entièrement dédié à compatir à la souffrance des autres. Il a toujours su trouver des solutions aux épreuves que la vie réserve à certaines personnes. L'école publique Medersat.com de Tabakoro à Tétébougou figure parmi les actions réalisées par le défunt président. C'est pourquoi, en signe de reconnaissance, les élèves de l'établissement remettent un tableau à la présidente de la fondation. Il s'agit de saluer ses énormes efforts et de l'encourager à persévérer en œuvrant pour assister les démunis. Oui, parmi ces démunis, les déplacés internes qui ont également bénéficié de la largesse de la Fondation ATT pour l'enfance. Au même moment, nos compatriotes déplacés du fait de l'insécurité à Mopti sont édifiés sous le rapport 2024 du sincère ANR, un exercice de redevabilité qui a permis aux participants de mieux comprendre les avancées dans le cadre de la refondation de l'État. Ces derniers n'ont pas manqué de faire des suggestions pour la mise en œuvre effective des recommandations des ANR. En ligne de Mopti, une correspondance de Boubacar Sankari. La restitution de l'état de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation au centre des échanges d'une délégation du sincère ANR, comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assises nationales de la refondation et des déplacés de la région de Mopti. Une occasion pour les déplacés de s'approprier les avancées enregistrées, prendre des connaissances des difficultés rencontrées et de formuler des suggestions pertinentes pour une meilleure mise en œuvre des recommandations des ANR. Souri Kouita, conseiller technique au ministère de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Le choix des déplacés est un choix primordial pour le ministère de la refondation de l'État. Parce que dans le cadre de la mise en œuvre du cadre stratégique, il est dit d'adopter un processus inclusif. Ça veut dire inclure tous les citoyens du Mali. Et les déplacés constituent une phase importante de cette population-là qui a subi des événements suite auxquels ils se sont retrouvés en ville, souvent qui ne sont pas directement touchés par des informations cruciales venant du sommet. Les échanges ont porté essentiellement sur le document cadre stratégique de la refondation de l'État et le rapport annuel 2024 du sincère ANR. Ousmane Diallo, conseiller au gouvernement de Mopti. L'État a pris de grandes mesures lors des assises pour que vous soyez informés de tout ce qui a été fait et tout ce qui a été mis en œuvre dans ces cadres. Abdoulaye Bari, déplacé. On a retenu que l'État est en train d'exécuter ce qui a été prévu par rapport aux ANR
Et on a reçu les prévisions, on a reçu les réalisations. Et on est vraiment dans les bains de ce qui se passe au niveau des ministères. Les déplacés de Mopti ont aussi exprimé leur satisfaction et loué les efforts des plus hautes autorités pour cet exercice de redevabilité. Mopti, Boubacar Sankare et Souleymane Tepsugue pour leur team. Entrée en matière réussie pour l'USFAS en Ligue des champions féminines de la CAF. Elle a dominé hier les Équato-Guinéennes par 2-1. En revanche, le Mali chute à la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Qatar. Les Aglonais s'inclinent devant les Autrichiens 3-0 au compte de la deuxième journée des matchs du groupe. On en parle dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Famurou Djourti. Ligue des champions féminines de la CAF, le groupe B entre dans la danse ce dimanche. Les Congolaises du tout-puissant Mazembe, tenantes du titre, entament leur campagne face aux Ivoiriennes de l'ASEC Mimosa, coup d'envoi 13h GMT. Ce sera le 5e duel du club congolais face à une formation débutante dans la compétition. Ensuite, à 16h temps universel, le stade du canal de Suez d'Ismaïlia servira de théâtre à une affiche inédite entre Gaborone United du Botswana et JTK Queens de la Tanzanie. Si les Botswanaises du Gaborone United sont à leur première participation dans le tournoi, les Tanzaniennes du JTK Queens sont à leur seconde expérience. La 5e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF a donné son coup d'envoi hier samedi. Dans le groupe A, les représentantes de la zone UFOA, les Maliennes de l'USFAS, se sont imposées 2-1 face au FC Queens de Agosto de la Guinée équatoriale. Maïmouna Traoré et Awa Diarra ont inscrit les buts de l'USFAS. Dans l'autre rencontre du groupe A, le club hôte, le FC Massar d'Égypte, a résisté à la pression, à la fatigue et surtout aux assauts de l'AS FAR du Maroc, championne d'Afrique 2022, tenue en échec 0-0. La deuxième journée du groupe A nous propose un duel entre militaires, l'AS FAR du Maroc contre l'USFAS du Mali. Ce sera mardi 11 novembre à 16h. Auparavant, le FC Massar joue contre le FC Queens d'Agosto à 13h temps universel. Après Tom Saint-Fit vendredi, Fousseini Diawara, le sélectionneur de l'équipe nationale espoir du Mali, autrement dit les U23, a dévoilé ce samedi la liste des joueurs retenus pour la double confrontation amicale contre l'Indonésie les 15 et 18 novembre en Indonésie dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de novembre 2025. Une liste de 20 joueurs composée de 2 gardiens de but, 7 défenseurs, 5 milieux de terrain et 6 attaquants. Coupe du monde des moins de 17 ans garçons, Qatar 2025, le Mali s'est incliné 3-0 face à l'Autriche ce samedi lors de la deuxième journée dans le groupe L. Mené 1-0 à la mi-temps, les cadets maliens ont été rapidement réduits à 10 en seconde période. Samba Konaré est exclu à la 57e minute pour comportement violent. Les Maliens prennent ensuite 2 autres buts, 3-0 pour l'Autriche, score final. Ramadi Fladjalo, sélectionnaire des moins de 17 ans garçons du Mali. Ça fait mal parce qu'on était venu au moins pour gagner aujourd'hui et se qualifier rapidement pour le second tour. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. On va essayer d'oublier ce match rapidement et se projeter rapidement sur le prochain, Inch'Allah. Le second match du groupe L a vu l'Arabie Saoudite prendre le dessus sur la Nouvelle-Zélande 3-2. Lors de la troisième journée, le Mali joue contre l'Arabie Saoudite. L'Autriche, déjà qualifiée, affronte la Nouvelle-Zélande. Concernant les autres sélections africaines qui jouaient ce samedi, le Burkina Faso s'est relancé dans le groupe I suite à sa victoire 2-1 sur la République tchèque. Dans le groupe K, l'Ouganda a tenu en échec le Chili, score 1 but partout. L'Afrique du Sud, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie font leur troisième et dernier match du groupe ce dimanche. Sur le plan local, le district 2 de football a tenu ce samedi une assemblée générale ordinaire dans la salle de la mairie de la commune 2 du district de Bamako. Objet, faire le bilan du mandat écoulé et adopter les nouvelles réformes pour les saisons à venir. Sektijan Traoré, président du district 2 de football de Bamako. Côté financier et côté activité, alhamdoulilah, le bilan est satisfaisant. Les réformes en ville, c'est l'adoption de 2 textes. D'abord, le district 2 du football n'avait pas de texte réglementaire. Donc, on a voulu faire adopter un règlement intérieur pour la gestion et l'organisation même du district 2. Et ensuite, le deuxième document, c'est le règlement spécial de la saison 2025-2026 à venir. Natation à présent, ils sont plus de 20 nageurs, filles et garçons venus des ligues régionales et du district de Bamako à prendre part à la compétition populaire de la Fédération aquatique du Mali. 3 catégories, les minimes, les avenirs et les juniors ont rivalisé dans 2 épreuves, 50 mètres nage libre et 50 mètres brasse. C'était ce samedi également dans la piscine du stade du 26 mars. Mamourou Bouaré, président de la Fédération aquatique du Mali. Cette compétition
l'inscription était individuelle. J'aime la natation, je m'engage. Et il s'agissait des jeunes à partir de 14 ans. La compétition populaire de la Fédération aquatique du Mali est ouverte à tous les athlètes. Pas besoin d'être dans un club ou affilié à une ligue pour participer. Focus santé. Si vous avez de la douleur au niveau de la poitrine ou la difficulté à respirer, vous souffrez peut-être de la pneumonie. Ce sont là quelques manifestations de la maladie. Consultez rapidement un médecin pour avoir le cœur net. La pneumonie est contagieuse et se transmet par voie aérienne. Pour prévenir cette infection pulmonaire, il faut se faire vacciner et avoir une bonne hygiène de vie. Plus de détails dans le Focus Santé signé Koumba Sissé. Les nourrissons, les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques sont majoritairement touchées par la pneumonie. Cette infection des poumons peut être grave et rendre la respiration difficile. Elle se manifeste par d'autres symptômes comme la toux ou la douleur à la poitrine. Salif Koné, pneumologue au CHU du Point-G. La pneumonie, c'est une maladie infectieuse qui touche précisément le parenchyme pulmonaire. Il y a la pneumonie bactérienne, il y a la pneumonie virale aussi, comme la maladie à coronavirus. En fonction de l'étendue de la lésion, le sujet peut avoir des difficultés respiratoires. Il y a aussi la douleur, une douleur à type de point de côté et en fonction de la localisation de la lésion pulmonaire. Le diagnostic de la pneumonie repose sur les arguments cliniques et radiologiques, et aussi l'examen bactériologique des crachats ou encore les hémocultures. Et quand on demande la radio souvent permet vraiment de confirmer le diagnostic de la pneumonie en fonction des caractéristiques radiologiques de la lésion. Mais dans certaines situations, on n'arrive pas à isoler les germes. Le traitement de la pneumonie est établi en fonction de la cause et de la gravité de l'infection. Sa durée est variable. S'il n'y a pas de facteur de gravité en dessous, en une semaine, on traite et on guérit la pneumonie. Mais dans certaines situations, on peut être amené à prolonger les traitements antibiotiques pendant 14 jours, pendant 21 jours et souvent même on peut aller jusqu'à 6 semaines de traitement antibiotique. Si cette infection pulmonaire s'aggrave, le pus peut se former dans le poumon du patient. D'autres techniques sont à envisager pour évacuer ce pus. Salif Koné. Quand la personne tousse, la personne émet des sécrétions purulentes. Maintenant, souvent avec la kinésithérapie de drainage, donc on peut vraiment aider ces patients à évacuer le pus qui est là et à stériliser le foyer avec les antibiotiques. Dans certaines situations, on est amené à faire une fibroscopie bronchique. La fibroscopie, c'est un geste où on descend dans l'appareil respiratoire avec l'endoscope et on aspire le pus. Et dans certaines situations, l'abcès peut se rompre dans la cavité pleurale et donner un pyothorax. Et dans ces cas, on est obligé de mettre un drain thoracique pour évacuer le pus et en plus du traitement antibiotique. En plus de l'abcès, il y a aussi l'embolie qui peut être une complication de la pneumonie chez les sujets âgés avec la sédentarité. Maintenant, il y a des facteurs aussi qui peuvent aggraver les tableaux. Par exemple, quelqu'un qui fume, dont les poumons sont abîmés, touchés par les séquelles de la cigarette, et aussi peut faire les formes graves. Et parmi les signes de gravité, il y a souvent la confusion, la perturbation de la fonction rénale. Parfois, il y a une chute même de la tension. Ça peut mettre le sujet dans un état de coma. Et pourtant, certaines pratiques permettent de prévenir la pneumonie. Chez les enfants, actuellement, il y a la vaccination de routine où il y a des vaccins pour prévenir vraiment la pneumonie chez les enfants. Chez les sujets âgés qui ont des comorbidités, qui ont eu des antécédents pulmonaires, il est conseillé aussi de leur faire le vaccin contre la pneumonie. C'est un vaccin qui est disponible, qui est accessible et qu'on trouve vraiment dans les pharmacies. Et ce vaccin est fait tous les 5 ans. Et en plus de ça, il faut une bonne hygiène de vie aussi. Les gens aussi qui font des infections pulmonaires, donc on leur conseille aussi de porter des masques pour ne pas contaminer les autres. Maladie contagieuse, la pneumonie se transmet par voie aérienne à travers des gouttelettes d'une personne infectée.
On s'arrête là pour cette édition, la deuxième de Mali Actualité, qui vous a été servie par Alimata Ouattara à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne et au micro, Bourama Traoré. Merci à Lassana Keita qui m'a aidé à la préparer. Lassana Keita que vous allez retrouver juste après moi pour la synthèse de l'actualité de la semaine. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.